Bonjour, vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, je veux vous confier une histoire, celle de Marie-Claire. Une histoire qui pourrait être celle de votre voisine, de votre mère, ou peut être même la vôtre. C'est une histoire qui parle de ces mots qui blessent plus que des coups et de la force tranquille que l'on trouve quand on croit avoir tout perdu. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et de quelle ville vous m'écoutez. Tu es trop vieille pour les histoires d'amour. Voilà ce que ma belle-fille m'a dit, un sourire narquois, étirant ses lèvres maquillées, comme si elle venait d'énoncer une vérité universelle et inébranlable. Elle l'a dit sur un ton léger, presque, comme une plaisanterie, mais ses yeux n'ont jamais quitté mon visage. Elle voulait que ces mots me piquent, et ils l'ont fait. Nous étions assises dans le salon après le dîner. La vaisselle sentait encore légèrement l'ail et les herbes, le genre de repas que j'avais cuisiné des centaines de fois au fil des décennies, bien qu'elle n'ait que rarement levé le petit doigt pour aider à nettoyer. Mon mari était assis en face de nous, faisant semblant de faire défiler quelque chose sur son téléphone, même si je pouvais voir les coins de sa bouche tressaillir. Il n'allait pas me défendre. Il ne le faisait jamais. Pas quand elle parlait comme ça. Je me souviens avoir plié ma serviette lentement, soigneusement, comme si je pouvais effacer la chaleur qui me montait aux joues. Ma belle-fille s'est adossée au canapé, croisant les jambes, avec cette supériorité désinvolte qu'elle avait perfectionné ses escarpins de marque, se balançant à l'un de ses pieds. Certaines choses sont mieux laissées aux jeunes, hâtait, elle ajoutait, en levant son verre de vin. Tu ne crois pas, maman? Elle m'appelle maman, en public pour sauver les apparences, mais en privé son ton dépouille le mot de toute chaleur. Ce soir-là, c'était plutôt une gifle. Mon esprit aurait dû être assez vif pour répondre, pour répliquer avec quelque chose d'intelligent, mais rien n'est venu. Le silence s'est abattu sur moi, lourd et humiliant. J'ai croisé le regard de mon mari, mais il a baissé la tête et s'est à nouveau affairé sur son téléphone. Il préférait disparaître dans un écran lumineux plutôt que d'affronter la cruauté assise dans notre salon. Alors je suis restée assise là, ravalant les mots que j'aurais aimé lui jeter à la figure. J'ai laissé l'insulte s'installer une graine amère dans ma poitrine. À mon âge, les gens comme elle pensent que le monde m'a déjà dépassée. Ils pensent que je suis invisible ou pire, sans importance. Ce soir-là, elle a décidé de me déclarer trop vieille pour l'amour lui-même, comme si l'affection et le désir étaient des privilèges estampillés d'une date d'expiration. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était à quel point ces mots allaient s'enfoncer profondément et comment ils allaient silencieusement prendre racine. Je n'ai pas discuté avec elle. Je ne me suis pas battue. J'ai seulement plié ma serviette, une fois de plus, les lisser et les poser soigneusement sur la table. À l'intérieur, pourtant, quelque chose s'est agité, une étincelle silencieuse. Ce n'était pas de la rage, pas encore. Ce n'était même pas du chagrin. C'était le calme que l'on ressent juste avant une tempête, le genre qui se forme loin en mer. On ne peut pas la voir pas encore, mais on peut la sentir qui attend. Je me suis tue ce soir-là, parce que j'ai vécu assez longtemps pour connaître le pouvoir du silence. Des paroles prononcées peuvent être rejetées comme de la mesquinerie. Le silence, en revanche, dérange. Il persiste. Il attend. Quand elle a vidé son verre de vin et ri de sa propre blague, je me suis simplement levée et j'ai porté mon assiette à l'évier. Mon dos était droit. Mon visage ne laissait rien paraître. Je savais qu'elle pensait avoir gagné. Mais pendant que je rinçais la vaisselle sous l'eau chaude, ces mots résonnaient dans ma tête encore et encore, trop vieille pour les histoires d'amour. J'ai pensé à la jeune fille que j'étais, remontant l'allée dans une robe faite à la main tremblante de nervosité mais rayonnante d'espoir. J'ai pensé aux années de rire, de disputes, de réconciliation à la petite main d'un enfant enroulé autour de la mienne, à mon propre corps portant la vie, endurant la douleur tout en restant assez doux pour réconforter. Une histoire d'amour, ce ne sont pas seulement des chandelles et des roses. C'est le dévouement, c'est la présence, c'est la force de rester quand les tempêtes arrivent. Et pourtant me voici traitée comme une relique. L'insulte aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle a tendu un miroir à quelque chose que je refusais de voir. J'ai fermé le robinet, posé l'assiette sur l'égouttoir et séché mes mains lentement. Derrière moi, elle et mon mari riaient à propos d'une émission de télévision. Leurs voix se sont fondues en un bruit indistinct. C'est à ce moment-là que je l'ai pleinement ressenti, la graine de la résistance qui prenait racine. Je ne lui ai pas répondu ce soir-là. Je lui ai laissé son moment, sa supériorité.
Mais je savais aussi au fond de moi que le silence n'était pas une reddition. C'était le premier pas. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que subir. Je m'écoutais moi-même. Et bien qu'elle ne puisse pas le voir, bien que même mon mari ne l'ait pas remarqué, quelque chose en moi avait changé. Ces mots avaient ouvert une porte qu'elle allait regretter. Je suppose que je devrais vous dire qui je suis pour que vous compreniez pourquoi ces mots m'ont blessée aussi profondément. Je m'appelle Marie-Claire et j'ai 68 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie comme institutrice, le genre qui se souvenait des anniversaires et glissait des biscuits supplémentaires dans les boîtes à goûter quand un enfant avait l'air d'avoir faim. Je n'étais pas glamour, jamais ambitieuse pour les titres ou la reconnaissance. Je voulais un foyer, un mariage qui dure, des enfants, qui se sentent en sécurité. Cela me suffisait. Quand j'ai épousé mon mari Charles, je croyais au « pour toujours ». Je croyais que le dévouement et la patience pouvaient tout surmonter. Je l'ai suivi lorsque son travail exigeait une mutation. J'ai pris des cours particuliers supplémentaires quand l'argent se faisait rare. Et quand son entreprise a commencé à prospérer, je me suis mise en retrait pour élever les enfants et gérer la maison. J'étais fière de faire des sacrifices parce que je croyais qu'ils étaient pour nous, pour notre famille. Avec le temps, nos enfants ont grandi, ont quitté la maison, ont fondé leur propre famille. J'ai accueilli leurs conjoints chaleureusement déterminés à ne pas être une de ces belles-mères qui s'accrochent trop ou deviennent critiques. Quand Daniel, notre plus jeune, a ramené sa nouvelle femme à la maison, elle s'appelle Vanessa, je l'ai accueillie à bras ouverts. Elle était jolie, prompte aux compliments, et je pensais qu'elle avait une sorte d'étincelle qui serait bonne pour lui. Je me suis dit qu'elle deviendrait une fille pour moi. Mais la chaleur, j'ai vite appris, n'était pas ce qu'elle cherchait. Les premières piques sont venues comme des coups d'épingle, petites, presque négligeables, sauf que chacune laissait une blessure. Elle me corrigeait devant les autres comme si elle était l'autorité, et moi l'enfant. Une fois lors d'un dîner, j'ai sorti la cuillère de service en argent, et elle a annoncé en riant assez fort pour que tout le monde entende. Marie-Claire croit encore que l'argent donne un meilleur goût. Aliments. La pièce a gloussé poliment, mais je brûlais à l'intérieur. Ou la fois où elle est entrée dans ma cuisine perchée sur ses talons hauts et baignant dans son parfum en plein milieu de la préparation du déjeuner dominical, a jeté un œil dans la marmite de pot au feu que je préparais depuis le matin et a plissé le nez. Si traditionnelle, athée, elle dit un mot qui dans sa bouche signifiait démodé, inutile. Mon mari a ri avec elle, bien qu'il ait mangé ce même pot au feu, avec amour pendant 40 ans. Elle qualifiait ma garde-robe de démodée. Elle me taquinait en disant que j'étais gentille mais déconnectée. Elle levait les yeux au ciel quand j'offrais des conseils sur le travail ou la santé de Daniel, comme si la sagesse acquise au fil des décennies pouvait être jetée comme une vieille chaussure. Et je restais silencieuse parce que c'est ce que je suis, ou du moins ce que j'étais. Je croyais que maintenir la paix était plus important que de gagner de petites batailles. Je croyais qu'un foyer survivait grâce à la retenue. Mais sous ce calme, un décompte se formait. Chaque rebuffade, chaque sourire narquois, chaque rire à mes dépens. Il s'accumulait en moi comme des pierres jetées dans un bocal. Il y avait des moments, cependant, où ces masques tombaient, et je voyais quelque chose de plus acéré dans ses yeux, une fin d'attention de contrôle. Lorsque nous avions des invités, elle orientait toujours la conversation vers elle-même, ses nouveaux vêtements, ses dîners coûteux, ses voyages. Elle aimait être sous les feux de la rampe. Et si elle devait me pousser plus profondément dans l'ombre pour s'en emparer, elle n'hésitait pas. Charles le remarquait bien sûr, mais sa façon de faire était de hausser les épaules. « Elle est jeune, disait-il. Ne le prends pas si à cœur. Les temps sont différents maintenant. » Différents. Ce mot excusait tant de choses, alors je serrais les lèvres et j'endurais. Je me disais que j'avais survécu à de plus grandes tempêtes, l'accouchement, les difficultés financières, la mort soudaine de ma mère, qu'étaient quelques mots tranchants d'une jeune femme qui pensait que le monde tournait autour d'elle, et pourtant c'était plus que des mots. C'était l'effacement progressif de moi-même. J'avais consacré des décennies à construire cette famille, investissant mon énergie pour m'assurer que tout le monde s'épanouisse. Et maintenant, voici cette belle fille qui me traitait comme une antiquité dans ma propre maison, qui croyait que mon âge m'avait dépouillé de tout droit au respect, ou pire à l'amour. Avec le recul, je peux voir que son arrogance a toujours été là cachée sous des sourires polis. Mais à l'époque, je me convainquais que cela ne valait pas la peine de se battre. Je choisissais le silence plutôt que la confrontation, ne réalisant pas que le silence était exactement ce qui lui donnait la permission de devenir plus audacieuse.
Pourtant j'endurais, parce que c'est ce que font les femmes de ma génération, n'est-ce pas? Nous endurons, nous nous disons que notre valeur réside dans le maintien de l'unité familiale, dans le fait de ravaler notre fierté pour que les autres puissent rester à l'aise. Mais une personne ne peut endurer que jusqu'à un certain point avant que quelque chose ne se brise. Et le soir où elle m'a dit que j'étais trop vieille pour les histoires d'amour, j'ai senti le poids de chaque insulte passée s'abattre sur moi. Ce n'était pas seulement ses mots à ce moment-là, c'était toute l'histoire de ses mépris, son dédain, sa conviction suffisante que je n'avais plus rien à offrir. Elle pensait m'avoir humiliée avec une seule phrase bien tournée. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est qu'elle venait de mettre à nu la vérité que j'avais évitée. Je n'étais pas respectée, ni par elle, ni par l'homme qui aurait dû me défendre. Et une fois que je me suis enfin autorisée à voir cette vérité, il était impossible de ne plus la voir. Tout a commencé par des murmures de malaise, le genre qui s'insinue dans votre estomac avant que votre esprit n'ait le courage de les nommer. J'ai commencé à remarquer comment Vanessa s'attardait trop longtemps quand elle parlait à Charles. Au début, je pensais que j'imaginais des choses. Elle riait. Oh, comme elle riait sa main, effleurant son bras, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un contact par-ci, un regard par-là, le tout voilé sous une affection inoffensive. Mais les femmes de mon âge en savent plus. Nous avons vécu assez longtemps pour sentir ce qui se cache sous un sourire. Un après-midi, je suis entrée dans la cuisine en portant un panier de linge plié. Je me suis figée sur le seuil. Vanessa se tenait près, beaucoup trop près de Charles alors qu'il s'appuyait contre le comptoir. Elle coupait un citron pour sa boisson, ses doigts frôlant sa main alors qu'elle lui offrait un quartier. Il a eu un petit rire, un son bas et nerveux, comme un garçon pris en faute. Ils se sont tous les deux tournés en même temps quand ils m'ont remarqué, et à cet instant, leurs yeux m'ont tout dit, les siens défiants et audacieux, comme si elles me mettaient au défi de protester, les siens coupables penauds évitant complètement les miens. J'ai posé le panier sur la table sans un mot, et je suis sortie. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je n'entendais rien d'autre. Pendant des jours, j'ai essayé de l'ignorer. C'était peu être anodin, me disais-je. Peu être que j'interprétais trop les gestes. Mais le malaise ne me quittait pas. Il me rongeait dans le silence de la nuit, dans le calme du petit matin, quand Charles se détournait de moi dans le lit prétextant la fatigue. La confirmation n'a pas tardé à arriver. J'étais devenue méfiante de la fréquence à laquelle le téléphone de Vanessa vibrait quand elle nous rendait visite, de la rapidité avec laquelle elle balayait l'écran et le rangeait. Je n'aurais pas dû regarder. Je me suis dit pendant des années que fouiner était indigne de moi, que la confiance était sacrée. Mais quelque chose de plus fort a guidé ma main ce soir-là. Je l'ai pris, et c'était là. Une série de messages entre elle et Charles. Pas explicite, pas encore. Mais les mots dégoulinaient d'une intimité qui n'avait pas sa place entre un homme et la femme de son fils. Le dîner était merveilleux ce soir. Tu étais radieuse. Je ne peux pas arrêter de penser à notre conversation d'hier. Tu me comprends mieux que quiconque. Mon souffle s'est coupé. Mes genoux tremblaient. J'ai reposé le téléphone avec précaution comme s'il pouvait exploser dans ma main et je suis restée assise là à fixer le mur. Je pouvais entendre leur rire venant du garage désinvolte à l'aise. Ma propre maison résonnait de trahison. Il n'y avait plus moyen de le nier. Plus moyen de prétendre que c'était anodin. Plus de réconfort dans l'auto-illusion. La vérité était maintenant nue, dépouillée de tout déguisement. Ma belle-fille flirtait avec mon mari et il l'accueillait volontiers. J'ai repensé à tous les sacrifices que j'avais faits pour cette famille, aux années que j'avais passées à être la personne stable, la constante, la gardienne des traditions et le ciment qui maintenait tout ensemble. Et pourquoi ? Pour m'asseoir dans mon propre salon et regarder la femme de mon fils battre des cils à l'homme aux côtés duquel j'avais construit ma vie, pour découvrir que des mots qui m'étaient autrefois destinés étaient maintenant murmurés dans son téléphone. Mon cœur ne s'est pas seulement serré, il s'est fracturé. Une douleur sourde et diffuse
qui me comprimait les côtes et rendait la respiration difficile. Mais au milieu de la douleur, autre chose s'est agité, quelque chose de vif. Je ne pouvais plus m'accrocher au déni. Le rideau avait été arraché et je voyais la scène clairement maintenant. Ils étaient les acteurs d'une pièce à laquelle je n'avais pas consenti, utilisant ma maison, mon histoire comme toile de fond. Plus tard dans la nuit, debout dans la cuisine, je regardais le jardin que Charles et moi avions entretenu ensemble pendant des années. Les rosiers maintenant dormants en hiver attendaient patiemment le printemps. Ils fleuriraient à nouveau parce que c'est ce pourquoi ils sont faits. J'ai réalisé alors que moi aussi j'avais un choix. Dépérir en silence ou me préparer pour ma propre saison du jugement. J'ai fermé le rideau, éteint la lumière de la cuisine et suis montée à l'étage d'un pas assuré. Le temps du déni était révolu. La vérité était arrivée et elle refusait de partir discrètement. Les nuits sont devenues les plus difficiles. Quand la maison était silencieuse et que Charles m'avait tourné le dos dans le lit, je restais allongée à fixer le plafond, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Ce son m'avait autrefois réconfortée. Pendant des décennies, il signifiait la compagnie, la sécurité, l'assurance que je n'étais pas seule au monde. Maintenant, c'était comme une trahison jouée en boucle à côté de moi. J'ai essayé de lui parler une fois, de percer le silence. « Charles ?» ai-je murmuré. « Es-tu heureux ?» Il s'est agité, a marmonné quelque chose sur le fait d'être fatigué et a tiré la couverture plus haut sur son épaule. Fin de la conversation. Il n'avait aucune intention d'ouvrir la porte à laquelle je frappais. C'est là que l'isolement s'est infiltré. J'étais seule dans un mariage que j'avais construit brique par brique de mes propres mains. Seule dans une maison dont les murs résonnaient des souvenirs d'anniversaires, de fêtes de famille et de rires tard dans la nuit. L'espace même qui aurait dû être mon sanctuaire ressemblait maintenant à une scène où je jouais le rôle de la figurante non désirée. Il y a un engourdissement qui vient avec le chagrin d'amour, un vide étrange dans la poitrine, comme si votre cœur avait disparu et n'avait laissé qu'un écho derrière lui. Je ressentais cet engourdissement la plupart des matins en versant du café dans la tasse de Charles, alors qu'il levait à peine les yeux de son téléphone. Je le ressentais quand Vanessa entrait en trompe, son parfum trop fort, son rire trop bruyant, sa main effleurant son bras devant moi, comme si j'étais invisible, invisible. Ce mot s'est logé profondément, parce que l'invisibilité est une sorte de mort, n'est-ce pas ? Continuer à respirer, à bouger, mais ne plus compter aux yeux de ceux que vous aimez. Pendant un certain temps, j'ai laissé cette invisibilité me consumer. Je traversais les journées en silence, accomplissant des routines par habitude plutôt que par joie. Lessive, cuisine, rangement. Je les regardais continuer et je disparaissais en arrière-plan comme un vieux papier peint que personne ne prend la peine d'enlever. Mais dans ce silence, quelque chose d'inattendu a commencé à se former. Cela m'est venu un soir, alors que j'étais assise seule dans le bureau, la télévision bourdonnant en fond sonore. J'avais feuilleté un vieil album photo, mes mains traçant les contours des images où mon sourire était sans méfiance, où le bras de Charles reposait fièrement sur mes épaules. Un instant, le chagrin m'a submergée. Chagrin pour la femme que j'étais pour le mariage, que je pensais avoir pour le respect que je supposais avoir mérité. Les larmes ont coulé avant que je puisse les arrêter. Et puis au milieu de cette tempête, une pensée a surgi, claire comme de l'eau de roche. Je refuse de rester insignifiante. J'ai été surprise par la force que cela avait dans ma tête. Je me suis redressée, j'ai essuyé mes joues et je l'ai dit à voix haute dans la pièce vide. Je refuse de rester insignifiante. C'était le point de rupture, mais aussi le début. Cet engourdissement que j'avais porté a commencé à se transformer en quelque chose de plus vif. La détermination. Une femme n'atteint pas 68 ans sans apprendre à survivre aux tempêtes. J'en avais bravé beaucoup. La perte, le manque, la maladie. Je savais ce que c'était que d'endurer, mais je savais aussi ce que c'était que de reconstruire. Et pourquoi cette tempête serait-elle différente ? Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Vanessa pensait que mon silence signifiait la faiblesse. Charles pensait que mon endurance signifiait l'aveuglement. Ils avaient tous les deux tort. Le silence n'est pas une reddition, c'est une préparation. L'endurance n'est pas de l'aveuglement, c'est de la force. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément cette nuit-là.
Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que j'avais choisi quelque chose au-delà de la douleur. Je m'étais choisi moi-même. Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. Non pas avec les cardigans ternes dont Vanessa se moquait, mais avec un chemisier que j'aimais en soie avec de doux boutons de nacre que j'avais gardés pour les grandes occasions. Je me suis brossé les cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent. Quand j'ai vu mon reflet dans le miroir, je n'ai pas vu une vieille femme trop fragile pour les histoires d'amour. J'ai vu quelqu'un qui avait survécu, qui se tenait encore debout. Ce jour-là, je n'ai pas servi le café à Charles. Je me suis fait une seule tasse pour moi, je me suis assise à table et je l'ai bu lentement pendant qu'il se précipitait vers la porte, sans même un au revoir. Et pour la première fois, son indifférence ne m'a pas anéantie. Elle m'a endurcie. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais pas invisible. Je me préparais. Au coucher du soleil, ce soir-là, mon chagrin s'était transformé en quelque chose de plus solide, quelque chose qui bourdonnait sous mes côtes, comme un hymne silencieux. Je ne me fondrais plus dans le décor de ma propre vie. Plus maintenant. Si le silence dérange alors, Vanessa a pris le mien pour une capitulation. De semaine en semaine, elle devenait plus audacieuse. Cela a commencé par de petits gestes délibérés. Une main sur l'épaule de Charles à table, les doigts s'attardant une seconde de trop. Un éclat de rire à l'une de ses blagues, fade la tête renversée en arrière, son bras effleurant le sien. La façon dont elle se penchait quand il parlait comme s'il était le seul homme dans la pièce digne d'être écouté. Elle ne faisait aucune tentative pour le cacher. Plus maintenant. Lors des réunions de famille, elle se pavanait comme un paon. Robe moulante, rouge à lèvres trop vif pour l'occasion. Son parfum un nuage qui m'atteignait avant même qu'elle n'arrive. Elle se promenait dans mon salon comme s'il lui appartenait, laissant tomber de petits commentaires destinés à me rappeler ma place, ou plutôt la place qu'elle croyait que j'avais perdue. « Ne t'inquiète pas, Marie-Claire, disait-elle avec ce sourire malin. Je m'occuperai de Charles. Toi, repose-toi. Repose-toi. » Le mot dégoulinait de moquerie. Charles ne l'encourageait pas vraiment, mais il ne l'arrêtait pas non plus. Il semblait pris entre la honte et la flatterie, un homme trop faible pour résister à une attention qui n'aurait jamais dû être offerte. Il riait avec elle quand elle me taquinait sur le fait d'être démodée. Il la laissait lui servir son vin, ajuster sa cravate, s'agiter autour de lui comme si elle était la maîtresse de maison. Et à chaque geste, ma détermination ne faisait que se renforcer. Je sentais les enjeux monter comme une marée autour de moi. Si je ne faisais rien, je risquais de tout perdre. Mon mariage, ma dignité, même ma maison, Vanessa était intelligente. Je pouvais la voir se positionner, tisser une toile où elle devenait indispensable à Charles. Il ne s'agissait pas seulement d'affection, il s'agissait de pouvoir. Elle l'étalait aussi. Les sacs à main coûteux qu'elle apportait chez moi, les bijoux qui brillaient à ses poignets, la plupart offerts par mon mari acheté avec des comptes que j'avais autrefois gérés avec soin. Elle aimait poser négligemment ses sacs sur mon canapé, ses ongles manucurés tambourinant contre les fermoirs dorés, comme si elle me mettait au défi de demander combien ils coûtaient. Un après-midi, elle est entrée dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Elle a posé son sac à main sur le comptoir à côté de moi, un objet en cuir brillant, avec un logo que je reconnaissais dans les magazines. « N'est-il pas magnifique ?» dit-elle en le caressant comme un animal de compagnie bien aimé. Charles a insisté pour que je l'aie. Il a dit que je méritais quelque chose de spécial. Elle m'a observé alors les yeux brillants attendant que la pique fasse effet. J'ai souri faiblement, me suis séché les mains et n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, je prenais des notes. Chaque sac, chaque bracelet, chaque étalage, néglige de son droit supposé, allait dans le grand livre de mon esprit. Le contraste entre nous n'aurait pas pu être plus clair. J'avais investi des décennies dans la loyauté, le sacrifice et le dévouement silencieux. Elle avait investi des mois dans le charme et la manipulation. Pourtant, aux yeux de mon mari, son clinquant semblait l'emporter sur mon or. Mais voici ce que Vanessa n'a pas vu. L'arrogance engendre l'aveuglement. Elle pensait que ses victoires étaient complètes, que j'avais été totalement repoussée dans l'ombre. Elle pensait que mon silence signifiait qu'elle était en sécurité. Elle ne savait pas que j'observais, attendais et planifiais. Et Charles, pauvre Charles, croyait être le centre de cette attention, alors qu'en vérité, il n'était qu'un autre pion dans son jeu. Il était trop ébloui pour le voir, trop avide de flatterie pour réaliser qu'on se jouait de lui. Je me souviens d'un soir en particulier. Elle avait préparé un dessert acheté en magasin, bien qu'elle prétendît le contraire, et l'avait servi à table.
Alors que Charles louait ses talents culinaires, elle s'est tournée vers moi avec un sourire doux comme du sirop. Tu ne trouves pas que c'est bien que je puisse m'occuper de la cuisine, parfois Marie-Claire? Tu en as assez fait au fil des ans. Peu. Être qu'il est temps que tu laisses quelqu'un d'autre prendre les choses en main. C'était audacieux, effronté. Une déclaration en réalité. J'ai hoché la tête, plié ma serviette soigneusement et me suis excusée de table. À l'étage, j'ai fermé la porte de ma chambre, me suis assise sur le bord du lit et j'ai laissé le poids de son arrogance s'abattre sur moi. Mais au lieu de m'écraser, il m'a solidifié. Il ne s'agissait plus d'insultes ou d'humiliation. Il s'agissait de survie de ma dignité, de ma place, de la vérité. Si je la laissais continuer à monter en puissance, sans contrôle, elle consumerait tout ce que j'avais construit. Mon silence n'était plus seulement de l'endurance, c'était de la stratégie. J'allais la laisser croire qu'elle gagnait, la laisser construire sa tour d'arrogance brique par brique. Parce que le moment venu, j'avais l'intention de retirer la pierre à sa base. Et je voulais que cette chute soit spectaculaire. La vengeance, si on peut l'appeler ainsi, ne m'est jamais venue dans le feu ou la fureur. Elle est arrivée en silence, dans le tic-tac patient de l'horloge, alors que je posais une brique prudente après l'autre. La première étape était la clarté. Je devais savoir exactement où j'en étais. Un matin, alors que Charles et Vanessa étaient sortis faire une course, j'ai ouvert le classeur qu'ils pensaient que je ne touchais jamais. Des décennies de paperasse y étaient rangées dans des dossiers soignés, la plupart organisés de ma propre main des années auparavant. Relevés bancaires, titres de propriété, police d'assurance, tout était là attendant. Et, comme je le soupçonnais, des retraits récents avaient été effectués à mon insu. Des transferts vers des comptes qui n'étaient pas les nôtres. Des achats qui correspondaient aux sacs à main et aux bijoux que Vanessa exhibait. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai simplement empilé les papiers dans l'ordre et les ai glissés dans un nouveau dossier marqué preuve. L'étape suivante fut le conseil. J'ai trouvé une avocate. Pas celle que Charles utilisait depuis des années, mais une femme recommandée discrètement par une amie de la paroisse. Elle était vive, pragmatique et surtout discrète. Autour d'un thé dans son bureau, j'ai tout exposé, les messages que j'avais vus, les reçus que j'avais rassemblés, la façon dont mon mari et sa belle-fille avaient paradé leur trahison sous mon toit. Elle a écouté sans pitié seulement, avec précision. « Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez », a-t-elle dit en tapotant son stylo contre le dossier. « La maison est à vos deux noms. Ces comptes de retraite sont des biens matrimoniaux. Et quant à elle, si elle vit ici sans payer un centime, vous pouvez déposer une demande d'expulsion. Elle n'a aucun droit légal. » Ces mots m'ont affermi comme une main dans mon dos. Pendant si longtemps, je m'étais sentie acculée. Mais maintenant, je voyais des portes s'ouvrir. À la maison, j'ai commencé à récupérer ce qui m'appartenait par de petits actes délibérés. Les sacs à main de créateur de Vanessa, ces symboles de son arrogance, sont devenus ma première cible. Quand elle n'était pas là, je les ai rassemblés un par un, les ai photographiés avec soin et les ai mis en vente en ligne. Je connaissais leurs valeurs. Elles s'en étaient vantées assez souvent. En quelques semaines, chacun a été vendu à des acheteurs enthousiastes. L'argent a été discrètement déposé sur mon propre compte. Avec cet argent, j'ai réservé quelque chose que je n'avais jamais osé faire auparavant. Une croisière en solitaire, une cabine avec vue sur l'océan, 2 semaines loin d'eux, tout mon secret, ma déclaration. J'étais pas trop vieille pour les histoires d'amour. Je la reconquérais, même si cette histoire d'amour était avec moi-même. Pendant ce temps, l'avocate préparait les documents. Les papiers du divorce rédigés et près les avis d'expulsion avec le nom de Vanessa imprimé en gras. Chaque ligne d'encre ressemblait à un fil du filet que je tissais, et pourtant je restais silencieuse. Au dîner, je souriais poliment pendant que Vanessa se pavanait. Quand Charles riait de ses blagues, je pliais ma serviette et m'excusais tôt. Il pensait que je me retirais encore plus dans l'insignifiance. Il pensait que le jeu leur appartenait. Mais le silence est trompeur. Il cache le cliquetis des engrenages. Je ne me suis confiée à personne d'autre qu'à mon avocate et à une seule amie de confiance, une ancienne collègue qui avait traversé sa propre tempête des années auparavant. « Garde tes cartes près de toi », m'a-t-elle conseillé. « Ils sont aveugles à ta présence maintenant. Profites-en. » Alors, je l'ai fait. J'ai arrêté de servir le café de Charles le matin. J'ai arrêté de préparer le thé préféré de Vanessa quand elle venait nous voir. De petites omissions subtiles, mais chacune était un rappel pour moi-même. Je ne servais plus, je servais mon propre avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils ne l'ont pas remarqué.
Vanessa était trop absorbée par son triomphe, trop occupée à parader avec ses cadeaux et à s'accrocher au bras de Charles. Il était trop perdu dans son attention, trop flatté par ses rires. Aucun des deux n'a vu les nuages de l'orage s'accumuler juste au-delà de leur horizon. Chaque soir, après que la maison se soit installée dans son silence superficiel, je m'asseyais à mon bureau et examinais les papiers. Preuve de trahison, preuve d'arrogance, preuve de ma détermination. J'ai pensé à toutes les années où j'avais ravalé les insultes, enduré les affronts et me suis sacrifiée au nom de la famille. J'ai pensé à la nuit où Vanessa m'a dit que j'étais trop vieille pour les histoires d'amour, et à chaque signature, chaque cachet notarié, je construisais ma réponse. Ce n'était pas de la rage, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la stratégie. Prudente, patiente, inébranlable. Ils pensaient que j'étais impuissante. Mais bientôt, très bientôt, ils apprendraient que je me préparais pour le moment où leur tour d'arrogance s'effondrerait et que je serais celle qui tiendrait la dernière pierre. La nuit du jugement est arrivée discrètement déguisée en une soirée ordinaire. Vanessa était de nouveau sortie dîner avec Charles. Je n'ai pas demandé où. Je ne voulais pas le savoir. Je me suis seulement assise à la table de la salle à manger, les papiers soigneusement empilés devant moi, ma posture calme, mon visage impassible. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge murale. Chaque tic-tac ressemblait à un battement de tambour me préparant à ce qui allait suivre. Quand la porte est ouverte, des rires ont éclaté à l'intérieur. Son rire aigu et strident suivi du gloussement plus doux de Charles. Ils sont entrés dans la pièce ensemble, les manteaux à moitié enlevés, le rouge à lèvres de Vanessa légèrement bavé. Elle s'est arrêtée net quand elle m'a vu attendre. « Encore debout, athée ?» Elle demandait, sa voix empreinte de moquerie. « Je pensais que tu serais déjà au lit. » Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tapoté le dossier devant moi. Charles a froncé les sourcils, la première lueur de malaise traversant son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « Asseyez-vous, ai-je dit. » Ma voix était stable, presque douce, mais elle ne laissait aucune place au refus. Vanessa a souri avec suffisance, laissant tomber son sac à main sur la chaise à côté d'elle. « Ça promet d'être intéressant, » murmura-t-elle, en s'installant avec un air arrogant. J'ai ouvert le dossier lentement, délibérément, et j'ai étalé la première série de papiers copies des virements bancaires, reçus de bijoux photographies des sacs à main qu'elle avait exhibés dans mon salon. Le visage de Charles a perdu toute couleur. Vanessa s'est penchée en avant, son sourire vacillant. « Ceci, dis-je en tapotant les papiers, sont les achats que vous avez tous les deux faits dans mon dos. Je sais exactement combien de notre argent a été détourné dans vos petits jeux. » Charles a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucune excuse n'est venue. Vanessa s'est ressaisie la première. Elle a ri bien que cela sonne faux. Et alors être que Charles voulait dépenser pour moi, être qu'il avait besoin d'un peu d'excitation. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, n'est-ce pas? Tu es. Elle s'est arrêtée, mais le mot est resté en suspens. Vieille. Je me suis adossée à ma chaise, les yeux fixés sur les siens. Continue, dis-je doucement. Finis ta pensée. Elle s'est agitée, soudainement moins à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dis-je. Je vois. Je l'ai déjà entendu. Son sourire narquois a complètement disparu quand j'ai sorti le document suivant l'avis d'expulsion. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Tu reconnaîtras ton nom là-dessus. Tu vis dans ma maison sans payer un centime. C'est terminé maintenant. Tu as 30 jours pour partir. Ses yeux se sont écarquillés, l'indignation inondant son visage. Tu ne peux pas. Je le peux. Ai-je interrompu, ma voix calme, mais assez tranchante pour couper. Et je l'ai déjà fait. Charles a frappé la table de sa main. Marie-Claire, c'est de la folie. Non, Charles, dis-je en croisant son regard pour la première fois de la soirée. Ce qui est de la folie, c'est de croire que je resterai assise en silence pendant que tu me ridiculises sous mon propre toit. Il a tressailli, sa bouche s'agitant sans un son. Et puis j'ai posé la dernière série de papiers, les documents du divorce. Le son du dossier heurtant la table a résonné dans la pièce comme un coup de marteau. Vanessa a fixé le mot divorce, imprimé en gras. Le visage de Charles s'est décomposé, ses épaules s'affaissant. C'est fini, dis-je, ma voix stable, inébranlable. L'argent, la trahison, les mensonges. Je ne les porterai plus. Je t'ai donné des décennies, Charles. Je ne te donnerai pas le reste de ma vie.
La pièce est tombée dans un silence chargé. Vanessa s'est agitée sur son siège, ses yeux allant de l'un à l'autre. Son assurance habituelle l'avait abandonnée. Finalement, elle a tenté de sauver sa fierté. « Tu penses que ça te rend forte ?» a-t-elle sifflé. « Tu es pathétique. Tu vas être seule. » Je me suis levée, rassemblant les papiers, et me suis penchée assez près pour qu'elle puisse voir la fermeté dans mon regard. Trop vieille pour les histoires d'amour, non juste assez sage pour ne pas les gaspiller avec des imbéciles. Sa bouche s'est refermée d'un coup. Charles a enfoui son visage dans ses mains et moi, calme, imperturbable, je suis partie les laissant tous les deux assis dans les ruines de leur arrogance. Ce fut le moment où l'équilibre a basculé. Le silence que j'avais porté si longtemps a explosé en action. Et ils ne l'ont jamais vu venir. Le matin, après la confrontation, je me suis réveillée avant l'aube. La maison était silencieuse, lourde des résidus de ce qui s'était passé. Charles n'était pas venu se coucher. Vanessa n'avait pas osé se montrer. Pour la première fois depuis des mois peu, être des années, je ne me sentais pas comme une ombre dans ma propre maison. Je me suis préparé une tasse de thé, l'ai emportée sur la terrasse et me suis assise en regardant les premières lueurs du jour s'étirer sur le jardin. Les rosiers étaient encore nus leurs branches, se découpant sur le ciel pâle. Mais je savais ce qui allait arriver. Le printemps revient toujours, peu importe la rudesse de l'hiver. Une semaine plus tard, j'embarquais sur le navire. La croisière était tout ce que j'avais rêvé qu'elle pourrait être. Des ciels infinis, l'océan s'étendant vaste et impitoyable. Des inconnus qui ne me demandaient rien d'autre que de partager un sourire ou un rire au dîner. Je me promenais sur les ponts au lever du soleil, sentant le vent salé fouetter mes cheveux. Je m'asseyais seule à une table avec un livre et un verre de vin, savourant la paix de ne pas avoir à jouer un rôle pour qui que ce soit. Et le soir, quand la musique s'échappait de la salle de bal, je m'autorisais parfois à danser, non pas avec un partenaire, mais seule, bougeant lentement, retrouvant un rythme que je pensais avoir perdu. C'est là, sous le large dôme du ciel et de la mer, que j'ai réalisé ce que l'on ressent vraiment en étant libre. Les papiers avaient été déposés. Le processus prendrait du temps, mais il était déjà enclenché. L'avis d'expulsion de Vanessa avait été signifié. Son arrogance s'était fissurée au moment où elle a réalisé qu'elle n'avait plus de prise dans ma maison. Charles s'était réfugié dans le silence dépouillé du pouvoir qu'il pensait exercer. Et moi, j'étais plus légère, plus forte. J'ai repensé à l'insulte qui a tout déclenché. « Tu es trop vieille pour les histoires d'amour », comme ces mots semblaient naïfs, petits maintenant. Une histoire d'amour n'est pas liée à la jeunesse. C'est une flamme qui appartient à quiconque est assez courageux pour la porter. Parfois, oui, elle est partagée avec un autre, mais parfois, glorieusement, elle est dirigée vers soi-même. Sur le pont de ce navire, en regardant l'horizon rosir à l'aube, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Je n'étais pas trop vieille. J'étais enfin assez sage pour voir que l'amour commence par se choisir soi-même. Quand je suis rentrée à la maison semblait différente. Ni hantée, ni oppressive. Elle était redevenue mienne. Chaque pièce respirait plus facilement, sans son parfum accroché au rideau, sans son rire coupable résonnant dans le couloir. J'ai ouvert les fenêtres, laissé l'air frais balayer l'intérieur et j'ai mis des fleurs fraîches dans un vase sur la table. Les voisins passaient avec des sourires curieux, murmurant des questions. Je n'ai pas offert de détails, seulement un sourire à mon tour. « Les choses changent », disais-je. Et nous aussi. La nuit, je ne restais plus éveillée en silence à côté d'un homme qui me tournait le dos. Je m'étalais sur le lit, prenais toute la place et dormais profondément. Mes rêves n'étaient plus encombrés de trahison. C'étaient des champs ouverts de vastes océans, de nouveaux commencements. J'avais passé des décennies à me définir comme épouse-mère hôtesse soignante. Maintenant, à 68 ans, j'apprenais la beauté de me définir simplement comme moi. Certains pourraient appeler cela de la solitude, mais moi j'appelle cela de la clarté. Et la clarté est un cadeau que seul le temps peut offrir. Alors quand je repense à ce sourire narquois sur les lèvres de Vanessa, à son affirmation que les histoires d'amour n'appartenaient qu'aux jeunes, je ne ressens plus de colère. Je ressens de la pitié car un jour elle aussi découvrira que l'âge ne vole pas l'amour, il le raffine.
Et à quiconque écoute, en particulier à ceux à qui l'on a dit qu'ils sont trop vieux pour quelque chose, trop vieux pour l'amour, trop vieux pour le changement, trop vieux pour les rêves, je vous demande ceci. Et si notre âge n'était pas une cage, mais une clé? Une clé vers la liberté, une clé vers la paix, une clé pour enfin se choisir soi-même sans excuse. C'est la leçon que je porte maintenant. C'est le cadeau d'une trahison transformée en libération. Trop vieille pour les histoires d'amour. Non, je suis juste assez âgée pour savoir à quoi ressemble une véritable histoire d'amour. La dignité, le respect de soi et le courage de s'éloigner quand l'amour devient un poison. Et avec cela, j'entre dans ma nouvelle vie non pas comme une relique du passé, mais comme une femme entière, sans peur et libre.